Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. D'ailleurs, si vous peignez en ce moment, c'est une très bonne chose parce que cela signifie que vous n'êtes pas victime du blocage créatif, qui est le thème de ce 6e épisode. Que vous soyez en plein blocage ou non, j'espère vous donner de bonnes pistes pour mieux comprendre ce phénomène et pour le gérer avec plus de sérénité. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à mes petits sondages via Instagram en vue de m'aider à préparer cet épisode. Vous êtes plus de 200 à avoir répondu à la question « Avez-vous déjà connu un blocage créatif ?» Et le résultat est très parlant puisque 88% des sondés ont répondu « oui ». Une très large majorité des personnes créatives expérimentent donc à un moment ou à un autre une période durant laquelle elles sont incapables de créer. Certains des sondés ont parlé de plusieurs décennies de blocage. Si cette situation vous arrive, vous êtes très loin d'être seul. On peut même dire que vous avez affaire à un phénomène absolument naturel. Ce n'est pas une situation qui est pour autant facile à accepter. Il y a eu les mots tristesse, frustration, contrariété, colère, voire désespoir qui sont revenus régulièrement dans vos réponses ouvertes aux différentes questions que j'ai posées. Personne ne trouve agréable de ne plus être capable d'explorer sa passion et personne n'a envie que cette situation reste telle qu'elle est. Les mécanismes qui sont à l'œuvre dans tous ces cas de figure peuvent être très variés et très propres à chacun. Il y a le découragement suite au raté, le manque de confiance, le manque de connaissances, l'autocritique, la peur des critiques de l'entourage, la faiblesse psychologique, à savoir soucis, stress, déprime, fragilité, voire traumatisme, la flemme, le manque de motivation, le manque d'inspiration ou le trop plein d'inspiration et du coup on ne sait pas par quoi commencer donc on ne commence pas, la surcharge de travail, la fatigue, les douleurs physiques, etc., etc. Nous allons explorer quelques différents cas de figure pour tenter de les comprendre et de leur apporter des solutions pour mieux les gérer. Mais gardez à l'esprit que nous sommes tous différents et qu'il est absolument normal de ne pas trouver toutes les suggestions appropriées à votre cas. Mais déjà, si vous pouvez glaner quelques pistes de réflexion, ce sera super. Pour commencer, je vous propose d'écouter le message vocal de cet épisode qui est celui d'Andrea. Bonjour à tous, bonjour Cindy. Alors moi je voulais partager avec vous mon expérience du blocage. J'en ai vécu 2 fois depuis à peu près 10 ans que je dessine plus sérieusement parce que comme à peu près tout le monde qui a une âme de créatif, je dessine depuis très très longtemps, mais vraiment sérieusement me penchant sur les médiums et sur les techniques, ça fait à peu près 10 ans. Au début, j'ai commencé principalement avec du crayon de papier parce que c'était ce qui était le plus simple, le moins cher. Et également, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre à gérer les ombres et les lumières. Le truc, c'est que quand je me suis lancée, j'ai voulu évidemment commencer par quelque chose de très compliqué, genre des portraits. Et on sait très bien que le portrait, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Du coup, ça me frustrait, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, et j'ai complètement arrêté de dessiner pendant un peu plus de 8 mois, je crois, si je me rappelle bien. Parce que, voilà, vraiment de rage, je me dis, bon, de toute façon, je ne suis pas capable de dessiner ce que je veux, donc je ne suis pas capable de dessiner, donc j'arrête là. Et au bout de ces 8 mois, je me suis dit, mais non, c'est idiot, en fait, parce que j'adorais vraiment dessiner, ça me manque, mais il faut juste que je retourne sur quelque chose de plus simple, que je reste à mon niveau, en vrai. Et c'est là que je me suis tournée vers des portraits de zombies, parce que je trouve que c'est un modèle très intéressant pour apprendre à gérer une tête, mais sans avoir à retrouver une ressemblance absolue avec le modèle, parce qu'un zombie, s'il ressemble à rien, c'est encore mieux. Donc ça m'a vraiment débloquée, je me suis prise de passion pour ça. Ça a duré pendant quelques années. Après, je me suis lancée, après avoir regardé plusieurs vidéos de Cindy et d'autres artistes que j'ai trouvées sur YouTube, dans la peinture à l'huile, la peinture acrylique, et aussi au pastel sec. J'ai essayé l'aquarelle, mais c'est vraiment pas mon délire. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée bloquée, encore une fois, ça c'était il y a à peu près 1 an. Donc voilà, ça a duré longtemps, la période sans blocage. À chaque fois que je découvrais un nouveau médium, en fait, je repartais avec un élan créatif.
Et l'année dernière, voilà, j'avais fait le tour, je ne savais plus quoi faire, j'avais envie de dessiner, mais dès que je trouvais une idée de modèle, je commençais le croquis, mais j'étais jamais vraiment motivée à le continuer, ça me donnait plus envie. Et j'ai découvert, parce que c'était quelque chose dans lequel je n'étais pas du tout versée, les mangas et les animés, parce que mon conjoint est très très fan. Et un jour, il a regardé une série qui m'a donné envie, L'Attaque des Titans, s'il y en a certains qui connaissent. Et ça m'a donné une bouffée créative, mais incroyable, parce que c'est un sujet tellement vaste, tellement immense et tellement varié, que je me suis dit, mais j'ai envie d'en dessiner moi aussi. Et depuis, je n'arrête pas. Je dessine pas que ça, mais principalement, en ce moment, je suis dans ma phase manga. Alors, il y a plein de gens qui diront que si on fait de la copie, si on fait des fanarts, on n'est pas des vrais artistes et qu'il vaut mieux développer son propre univers. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, on dessine ce qu'on veut, pour commencer. Et tout le monde n'est pas un très bon copiste. Tout le monde ne fait pas de très beaux fanarts. Et devoir développer son univers sans avoir une base sur laquelle s'appuyer, je trouve que c'est encore plus dur. Copier l'art des autres donne de bonnes bases et de bonnes indications sur comment créer un personnage ou comment créer un paysage. Il faut toujours s'inspirer de ce que font les autres. Après, effectivement, si on a envie de développer, très bien. Moi, pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Par contre, j'ai changé, encore une fois, de médium. Je me suis mise à dessiner sur papier gris, tout au liner noir, avec quelques touches de blanc, pour rehausser un peu. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais d'avoir découvert le style manga et de m'être dit, allez, je vais tester un peu mon style à moi, tout en hachure, je ne suis plus bloquée actuellement. Au contraire, j'ai plus assez de temps pour dessiner tout ce que j'ai envie. Donc voilà, si je devais partager une petite astuce, ce serait ça. De ne pas écouter déjà ce qu'on vous dit. Si on dit que vous n'êtes pas un vrai artiste et que vous devriez arrêter parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez et de toute façon vous ne créez rien, c'est faux. Déjà pour commencer. Et d'essayer de vous tourner vers quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Un nouveau style de livre, de film. Si vous ne faites que des animaux, pourquoi pas faire des paysages, tenter un nouveau médium, essayer quelque chose que vous n'avez vu nulle part. Moi, c'est vrai que les dessins tout au liner hachurés, je n'en ai vu nulle part. Donc ça peut comme ça vous donner des petits déclics les uns après les autres pour réussir à se sortir de ce blocage. J'espère que mes petites expériences pourront vous aider, vous être utiles, et en espérant que vous passerez ce cap qui est difficile à vivre, mais à quel point on est heureux quand on s'en sort. À bientôt. Vous pouvez retrouver les créations d'Andrea sur son compte Instagram Gulesdoro qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Andrea pour ce témoignage extrêmement intéressant et dont on peut tirer plusieurs leçons. Comme beaucoup de ceux qui ont répondu au sondage Instagram, ton premier blocage est survenu à la suite du découragement que tu as ressenti à tes débuts. Et tu as dit une chose très rapidement qui est selon moi extrêmement importante. Tu as dit « J'adorais vraiment dessiner, ça me manque ». Et je voulais vraiment mettre en valeur ce point parce que je crois qu'il y a aussi énormément de personnes qui adorent l'idée de savoir dessiner. Elles s'imaginent peindre de très beaux tableaux, faire les portraits de leurs proches ou créer un magnifique carnet de voyage et elles trouveraient ça vraiment très agréable pour des raisons qui peuvent être très variées. Mais par contre, lorsque quelqu'un adore l'idée de savoir dessiner mais sans forcément adorer le processus en lui-même, ça engendre un découragement qui sera beaucoup plus permanent. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui aime faire des dessins ratés, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je crois qu'il est nécessaire de trouver de l'intérêt dans cette recherche du progrès pour pouvoir accepter les échecs. Pour moi, lorsque quelqu'un n'est motivé que par l'idée du résultat final, à savoir être capable de faire de très beaux tableaux par exemple, sans aimer spécialement le fait de prendre du temps pour s'exercer, il est possible qu'il se trompe d'activité. Et ce n'est pas une honte, ça n'a rien de dégradant, ça n'a rien à voir avec la valeur de la personne. Chacun aura des affinités avec certaines activités et pas avec d'autres, et c'est à nous de découvrir celles qui nous correspondent. Il y a une dizaine d'années, moi j'ai essayé d'apprendre à skier.
J'aimais bien m'imaginer dévaler les pistes, zigzaguer avec aisance, dépenser mon énergie en plein air, raconter mes exploits à mes amis qui seraient évidemment subjugués par mes performances, sauf que j'étais pas très douée. Et après quelques gamelles et quelques frayeurs, il était évident que je n'avais absolument aucun goût pour l'apprentissage de ce sport. Donc j'avais beau aimer l'idée de savoir skier, je n'étais pas capable d'apprécier les difficultés que je rencontrais pour y parvenir. Et j'ai culpabilisé pour ça, je me suis sentie nulle. Je voyais des enfants qui s'éclataient, je voyais des débutants qui progressaient super vite et moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer au chalet et de me venger sur la raclette. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'époque de la success story. On entend sans arrêt des histoires basées sur le schéma. Il a eu d'énormes difficultés dans ce domaine, il est parti avec de gros handicaps et le chemin a été long et difficile, mais il s'est tellement battu qu'il a réussi à devenir exceptionnel. Et on nous explique en permanence qu'il faut s'accrocher dans tout ce qu'on fait, qu'on doit persévérer, qu'on doit échouer 1000 fois pour réussir enfin. Et du coup, c'est vrai que quand on échoue et qu'on a envie d'arrêter, en général, on se sent vraiment très nul. Non seulement parce qu'on ne progresse pas, mais aussi parce qu'on culpabilise d'avoir envie d'abandonner. Et moi, je me souviens quand je tombais de mes skis, ce qui m'arrivait à peu près 15 fois par minute, je me disais « Allez, relève-toi, essaie encore et tu vas y arriver !» Mais ça fonctionne que très peu de temps. Ce genre de choses, ça fonctionne si on trouve du plaisir et de l'intérêt dans ce qu'on fait. Et mon point de vue, c'est que si on est dans ce cas-là pour la peinture, par exemple, et que l'on confond cette situation avec le blocage créatif, on se culpabilise parce qu'on n'arrive pas à surmonter cela, on ressent toujours plus de frustration inutile et les choses ne sont pas prêtes de changer. C'est difficile parfois d'accepter de renoncer à une envie parce que quelque part on devient celui qui a abandonné. Et il est nettement plus valorisant d'être celui qui s'est accroché jusqu'au bout. Mais quand on trouve le courage de l'accepter, c'est assurément un soulagement et c'est aussi l'occasion d'explorer une autre activité pour laquelle on souffrira beaucoup moins dans le processus d'apprentissage. Alors, il y a ceux qui sont facilement satisfaits d'eux-mêmes et ceux qui le sont beaucoup moins. Énormément d'artistes sont d'éternels insatisfaits, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que le processus créatif, c'est une série d'essais, d'erreurs, de corrections, de ratés, de réussites. Et si on ne trouve pas un réel intérêt dans ce processus, si on ne se sent pas challengé, l'envie, elle nous quitte très vite. Donc en conclusion de cette longue observation sur ta toute petite phrase, Andrea, je dirais qu'il est très important de différencier notre intérêt pour un résultat final de notre intérêt pour l'activité en elle-même. Dans ton cas, ton amour pour cette activité t'a permis de surmonter ce blocage au bout de 8 mois. On peut en déduire que peu importe la longueur de la période d'inactivité, il est possible de s'y remettre de façon durable. Merci d'avoir partagé ces 2 excellentes astuces pour y parvenir, celle de l'adaptation du niveau de difficulté et celle du renouveau. Pour reprendre une image différente de la peinture, si vous êtes abonné à ma newsletter, peut-être que vous avez vu passer celle dans laquelle je vous confiais que je m'étais remise à la course à pied. Et j'ai toujours eu du mal à m'y tenir. Très probablement parce que je suis plus amoureuse de l'idée de courir régulièrement que du processus en lui-même. Mais quoi qu'il en soit, quand je reprends cette activité, parce que je n'en suis pas à mon coup d'essai, je le fais de façon très progressive. Je ne peux pas commencer à courir tout de suite sur 10 km. Parce que si je fais ça dès la première séance, il n'y aura plus jamais d'autres séances parce que je ne me remettrai pas de la douleur engendrée. Donc durant ma première séance, j'ai couru sur 1,5 km. Ensuite, je suis passée à 2,5 km, puis à 3 km, puis à 3,5 km, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'espère pouvoir arriver à 10 km un jour, si je ne me décourage pas avant. En te lançant dans le portrait humain sans avoir de base de dessin, tu as voulu courir sur une très longue distance pour ta première séance. Et tu t'es probablement épuisé à chercher comment parvenir à un visage cohérent sans savoir comment faire. En utilisant seulement le jugé de ton œil qui était inexpérimenté. Et si il paraît évident qu'un entraînement physique est nécessaire avant de parvenir à courir sur de longues distances,
Curieusement, pour tout ce qui concerne les activités créatives, nous sommes beaucoup moins tolérants. Et on a tendance à penser que si on n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas pour nous. Alors Andrea, bravo d'avoir réussi à dépasser cette idée reçue grâce à ton amour pour le dessin et à trouver cette parade absolument géniale avec la création de visages déchirés et déformés à travers les portraits de zombies. Je pense que ça t'a aidé à progresser sur des notions clés telles que les ombres et les lumières, les volumes, les reliefs, les textures, sans avoir à souffrir des erreurs de proportion. Et je suis sûre que si tu réessayais de peindre des portraits aujourd'hui, tu pourrais voir une belle progression par rapport à tes premiers. Même si tu n'en as plus fait parce que tu as continué à pratiquer, tu as engrangé de l'expérience, tu as exercé ton regard, certes sur des sujets différents, mais tout est connecté. Et en peignant des zombies et des mangas, tu as acquis des compétences que tu peux réutiliser dans tous les autres sujets que tu pourrais vouloir explorer. Et la leçon à tirer de cela, c'est que quand le thème que nous préférons est trop complexe pour notre niveau, il ne faut pas hésiter à trouver quels autres sujets nous pourrions explorer avant de réessayer ce thème-là. Donc pour toi, c'était les zombies. Les animés, c'est vrai qu'ils sont souvent très appréciés parce que ce sont des sujets qui sont simplifiés par rapport aux photos. On peut aussi citer les sujets simples ou du moins les sujets dans lesquels on peut trouver des modèles simples comme les fleurs, les paysages, les objets du quotidien, etc. Après, c'est vraiment à chacun de prendre le temps de se demander ce qui leur plairait et pour quel sujet ils seraient prêts à investir du temps dans le but de progresser. Aussi, ton idée de tester différents styles avec pour toi le travail sur papier gris et des hachures, ça permet de s'approprier ce thème et de nourrir sa créativité. Donc merci pour ce super conseil au passage. Tu as ensuite maintenu ta pratique en évoquant les changements fréquents de thème et de médium. Tu as donc exploité l'excitation que l'on ressent lorsque tout un nouvel univers s'offre à nous, et ça t'a permis de lutter contre l'ennui et aussi la sensation de tourner en rond qu'on peut éprouver parfois si on reste trop dans un certain domaine. Alors ça dépend des gens. C'est vrai que cette astuce ne parlera pas forcément à tout le monde parce que certains artistes ont besoin de rester sur le même médium ou sur le même thème pour l'explorer vraiment en profondeur. Mais pour les autres, c'est vraiment un formidable moyen d'entretenir ou de retrouver une pratique régulière. En faisant des recherches sur YouTube, tu as trouvé du contenu qui t'a inspiré, qui t'a probablement donné des pistes à explorer pour progresser, ce qui est un autre point important, chercher à s'améliorer grâce aux autres artistes. On progresse toujours bien plus vite de cette façon que si on cherche à tout découvrir soi-même, ça c'est évident. Et enfin, pour terminer ce vocal très riche, tu as évoqué un dernier point important qui est celui de la critique. En faisant du fan art par le biais de la copie de manga, tu t'es exposé à une critique qui est malheureusement récurrente, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le fait que ce n'est pas vraiment de l'art aux yeux de certains. Et je suis bien d'accord avec toi en ce qui concerne la valeur de cette critique, à savoir pas grand-chose. Aujourd'hui, la définition de ce qu'est l'art est propre à chacun et on ne devrait pas du tout se soucier de ce que pensent d'autres personnes que l'on ne connaît pas dans la plupart des cas. Et quand bien même elles feraient partie de nos proches, nous n'avons pas à conformer notre vision de l'art à celle de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes nullement responsables de leur façon de compartimenter les artistes. L'art, c'est quelque chose de très personnel et on peut très bien décider qu'il s'agit finalement de peindre ce que nous aimons. En tout cas, c'est ma définition. Encore un tout grand merci Andrea pour cette participation qui était tellement intéressante et enrichissante. Je rappelle que tout le monde peut participer à mes podcasts en m'envoyant un message vocal. Le prochain épisode traitera du carnet de voyage. Vous pouvez partager vos meilleures astuces pour les réussir ou bien me poser vos questions. Faites juste attention à ne pas dépasser 5 minutes pour votre message qui sera à envoyer à l'adresse qui s'affiche en ce moment, podcast@créeraveccindy.com. Nous continuons dans l'exploration du blocage créatif. Beaucoup d'entre vous ont évoqué une perte de motivation ou plus simplement une flemme de peindre, qui les empêche de retrouver une pratique régulière. Alors parfois une pause est très bénéfique.
Elle permet de changer sa vision des choses, de retrouver ses pinceaux avec encore plus d'idées et de plaisir un petit peu plus tard. Et il n'y a vraiment aucun mal à s'arrêter pendant quelques temps quand on en ressent le besoin. Mais quand la pause s'éternise et qu'on commence à se sentir vraiment frustré, alors il est temps d'agir. Parmi les solutions que vous avez partagées, celle des modifications de l'espace de travail peut permettre un retour à la création. Le fait de prendre le temps de ranger, de chercher comment rendre le matériel plus accessible, d'optimiser l'organisation, c'est l'occasion d'une reprise tout en douceur. Et dans la même idée, pour rester sur des images de loisirs différents, il m'arrive de faire quelques séances de yoga à la maison en suivant les vidéos d'Adrienne Michler par le biais de sa chaîne YouTube qui s'appelle Yoga with Adrienne. Et Adrienne répète très souvent la phrase « Le plus difficile, c'est de s'installer sur son matelas de yoga ». En fait, le plus difficile, c'est le premier pas. Parce qu'il faut dépasser ce manque de motivation en réalisant une action. Et ça, c'est la même chose dans toute activité. Une fois qu'on a commencé à agir, peu importe la taille de l'action réalisée, tout sera beaucoup plus facile ensuite. Ainsi, si vous êtes dans une période de démotivation et que vous avez envie de retrouver vos habitudes créatives, je vous conseille de vous fixer un objectif simplissime. S'installer et faire un petit exercice. Vous pourriez faire un nuancier, vous pourriez remplir un coloriage pour adultes, recopier une illustration simple, ou si vous préférez, vous pourriez suivre un tutoriel et vous donnez un temps de pratique minimal. Aujourd'hui, je vais peindre pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas terminé, vous serez libre d'arrêter là pour terminer plus tard, en ayant la satisfaction d'avoir atteint votre objectif, mais il y a de très fortes chances pour que vous n'ayez pas envie d'arrêter. Parce que, comme on l'a évoqué, le plus dur c'était de commencer et vous avez réussi à dépasser ce cap. Et il ne vous restera plus qu'à refaire la même chose. Vous pourriez par exemple décider d'une fréquence à laquelle créer tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par semaine. Une fois que les séances souhaitées sont quantifiées, vous n'avez plus qu'à suivre votre planning. Vous verrez à quel point l'action entraîne la motivation. Je sais que pour beaucoup, vous pensez qu'il faut que l'envie soit irrépressible, que vous ayez une inspiration extraordinaire, que les planètes soient alignées. Et en attendant, vous pensez à votre flemme et vous vous dites que ce serait quand même bien qu'elle s'estompe dans les faits. Penser à son manque de motivation, ça ne mène pas à grand-chose. En revanche, l'action entraîne la motivation et l'inspiration. En peignant un sujet qui ne vous inspire que très moyennement, il y a des chances pour que vous vous rendiez compte que vous avez aimé quelque chose quand même dans cette peinture et vous auriez envie de l'explorer plus profondément. Ou alors, ça vous fera penser à un autre sujet qui vous inspirerait déjà beaucoup plus. Vous avez aussi cité les réseaux sociaux, à double tranchant, pour garder un lien avec votre activité sans forcément la pratiquer. L'idée, c'est de continuer à voir des créations par le biais d'autres artistes pour vous donner des idées et l'envie d'essayer de nouvelles choses. Mais pour certains, les réseaux sociaux montrent trop de créations variées, trop d'artistes expérimentés au niveau qui paraît inatteignable et l'impact est plus négatif que positif. Lorsque les algorithmes favorisent ceux qui suscitent le plus de réactions, forcément, la grosse majorité de ce que nous voyons représente des œuvres très impressionnantes. Donc on a vite fait de se dire que tout le monde est bien meilleur que nous et que nos créations sont très médiocres. Mais cette vision est biaisée et vous vous en rendrez très vite compte lorsque vous montrerez vos créations à votre entourage. À moins que vos proches ne soient eux-mêmes très présents sur les réseaux sociaux des artistes, vous verrez que leurs réactions seront certainement très loin d'être blasées. Dans l'absolu, les gens qui peignent ne sont pas si nombreux. Et pour beaucoup, le simple fait d'être capable de finaliser une création, c'est déjà un accomplissement qui est admirable. Si les réseaux sociaux ne vous apportent pas d'inspiration et qu'ils vous démotivent plus qu'autre chose, mettez-les en pause. Ne vous infligez pas de découragement inutile. Vous pourriez réessayer plus tard lorsque vos habitudes seront bien ancrées. Peut-être essayer aussi de suivre des artistes qui sont plus proches de votre niveau. Mais en tout cas, ils peuvent aussi être une source d'inspiration formidable. Mais pour en profiter, il faut apprendre à ne pas considérer les autres comme des rivaux. Il faut vraiment apprendre à voir dans leur création l'espoir d'atteindre un niveau similaire avec suffisamment de pratique et d'effort. Et avec cet état d'esprit, ils sont vraiment une source de motivation saine et très enrichissante.
Selon les cas, si vous en êtes au début de votre apprentissage, la perte de motivation peut être la conséquence d'un découragement lié à un manque de connaissances. Vous avez envie de peindre, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'avez pas de technique, vous êtes paumé. Vous avez bien sûr besoin d'apprendre, donc il faut que vous choisissiez simplement par quels moyens, parce qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez prendre des cours avec un professeur près de chez vous, vous pouvez apprendre dans les livres, vous pouvez suivre une formation sous forme de vidéo. L'essentiel, c'est de prendre vraiment le temps d'acquérir les bases de la technique qui vous intéresse, parce que si vous n'avez pas ces bases, c'est un peu comme essayer de former des mots si vous ne connaissez pas l'alphabet. Et ça explique aussi votre blocage. Vous essayez, vous faites plein d'erreurs, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, vous ne savez pas comment l'obtenir, donc chaque nouvel essai génère de la frustration. Cette frustration vient s'accumuler à celle de vos précédents essais et vous êtes dans un cercle infernal. N'hésitez pas à jeter un œil à mes formations si c'est quelque chose qui vous intéresse. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre les bases du pastel sec, de l'aquarelle et de la gouache. Ce sont des vidéos progressives à suivre à votre rythme et vous pouvez ainsi adapter la fréquence des séances à vos besoins. Donc ça, c'est un des moyens d'apprendre les bases. Il est là. Donc n'hésitez pas à regarder si vous sentez que ça peut vous aider. L'autre point qui a été énormément évoqué, c'est celui du stress. Pour bon nombre d'entre vous, lorsque votre morale et votre sérénité ne vont pas bien, vous ne créez pas. Il est très connu que la peinture a pourtant des vertus relaxantes. Pour bien des personnes, elle permet justement d'apaiser les tensions, de prendre du temps pour soi, se recentrer sur ce qui nous fait du bien. Moi, je suis dans ce cas et je peux même vous dire que si je ne peins pas pendant plusieurs jours, en général, c'est là que le stress commence à se faire ressentir. Mais de toute évidence, nous sommes tous différents. Le fait d'avoir besoin de se sentir bien avant de pouvoir laisser parler sa créativité, ça n'a rien d'anormal et encore une fois, vous êtes nombreux à avoir évoqué ça dans mon petit sondage. Moi, j'y connais pas grand-chose en psychologie et pour être honnête, je ne sais pas s'il y a une solution idéale pour ce cas de figure précis. Mais instinctivement, je dirais que si vous avez essayé de peindre malgré votre stress et que ça n'a pas fonctionné, il faut probablement traiter la source de votre stress ou de votre perte de morale. Comprendre ce qui vous tourmente, pour quelles raisons cela génère des émotions négatives chez vous et vous faire aider par un professionnel si nécessaire. Mais il est évident que la priorité doit rester votre bien-être. Les activités créatives, elles reviendront d'elles-mêmes lorsque celui-ci sera rétabli. Parmi les solutions proposées sur Instagram pour faire revenir l'envie de créer lorsque le moral n'y est pas, vous avez cité la pratique d'autres activités qui vous relaxent. Cela peut être des activités passives dans le sens très peu mobile telles que la méditation, la lecture, les séances de massage, thalassothérapie, etc. Bref, vous faire chouchouter. Ou bien des activités plus actives avec les promenades dans la nature, les événements sociaux qui réunissent la famille ou les amis, la pratique de loisirs pour lesquels vous n'êtes pas bloqué, ça peut être la cuisine, le sport, etc., etc. Donc là, on a fait le tour des problèmes les plus récurrents d'après vos réponses au sondage. Sachez que quelle que soit la méthode que vous choisirez pour retrouver votre créativité, si vous avez décidé de la retrouver, je vous conseille quand même de garder comme objectif principal la sortie de votre blocage créatif. Il vaut vraiment mieux éviter de vous donner des objectifs de performance, tels que je veux être satisfait de mon tableau à l'issue de ma séance. Si vous sortez d'un blocage, c'est le meilleur moyen d'y retourner très très vite. La réussite d'un tableau, c'est une chose qui est extrêmement subjective. Et bien souvent, nous sommes notre pire critique. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un jugement sévère alors que vous avez passé beaucoup de temps sans pratiquer. Si votre satisfaction vient du fait d'avoir réussi à mettre en place une habitude créative, alors il s'agit d'un jugement objectif. J'ai peint 3 fois en une semaine, mon but est atteint. J'ai manqué 2 séances par rapport à ce que je m'étais fixé, mon but n'est pas atteint. Ça, c'est quand même beaucoup plus encourageant pour pratiquer sur le long terme que de vous baser purement sur la satisfaction. Parce que pour peu qu'en plus vous soyez un éternel insatisfait, voilà, vous savez que vous risquez de ne pas garder votre nouvelle habitude pendant très très longtemps.
Donc voilà pour cet épisode qui était dédié au blocage créatif. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires. Si vous voulez nous raconter vos expériences ou nous donner vos astuces, n'hésitez pas surtout. Moi, j'espère que ces petits conseils vous aideront à gérer vos blocages et à prendre les bonnes décisions. Qu'il s'agisse de vous tourner vers d'autres activités ou bien de renouer avec votre créativité. Et quel que soit votre objectif, ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus. Vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas peindre si le moment ne s'y prête pas. Vous n'avez pas à vous mettre de pression ou à stresser, ça doit rester une activité agréable. Merci encore à Andrea pour sa participation et merci à tous ceux qui ont répondu au sondage Instagram pour apporter leur pierre à l'édifice. En attendant de nouveaux partages, mes chers amis créatifs, bon dessin à tous et à très vite.